Elle est entrée en campagne. Elisabeth Moreno, désormais ex-ministre française de l'égalité entre les femmes et les hommes, est arrivée au Maroc ce lundi 22 mai. 3 jours de campagne express au Royaume pour la candidate de la majorité présidentielle qui devra convaincre les Français de l'étranger, beaucoup de binationaux, pour devenir députée de la dite 9e circonscription des Français de l'étranger. Quel programme, quelle relation avec le Maroc et quelle position sur le dossier du Sahara? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce jeudi 26 mai 2022, je vous propose une interview avec Elisabeth Moreno aux côtés de Clément Rabu, journaliste de la rédaction de Tel Quel en charge de la couverture des législatives des Français de l'étranger. Bonjour Clément. Bonjour Landry. Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Benoît, bonjour Clément. Elisabeth Moreno, à quel moment vous vous êtes dit « je vais être candidate à la 9e circonscription » ? Exactement au moment où le président de la République me l'a demandé. Parce que, en vérité, vous savez, moi je ne suis pas une femme politique classique et traditionnelle. J'ai passé toute ma vie dans le monde de l'entreprise et dans le monde associatif. Je n'avais pas prévu de faire de la politique de cette manière, parce que quand vous êtes dans le monde associatif, vous faites de la politique quelque part, mais pas de cette manière. Et quand le président de la République m'a dit que c'était une bonne idée d'aller dans ces élections législatives, parce que je suis née au Cap-Vert, parce que j'ai vécu au Maroc avec ma famille, parce que je travaille avec le continent africain depuis plus de 15 ans, parce que j'ai été moi-même une Française de l'étranger et que je comprends parfaitement les préoccupations et les difficultés que mes compatriotes peuvent vivre, ben ça m'a semblé être une évidence. Et en plus, vous savez, je me souviens qu'à l'époque où je vivais au Maroc, ou même quand je vivais en Afrique du Sud, mon député, c'était le seul lien que j'avais avec les institutions publiques françaises. Et donc, pouvoir les représenter, défendre leurs droits et défendre leurs intérêts, eh ben pour moi, c'était une évidence. Et en plus, ça nourrit ma double identité dont je suis si fière. Je suis très fière d'être capverdienne, très fière d'être marocaine, très fière d'être française. Et c'est une opportunité extraordinaire de réunir cette identité multiple qui m'habite. Alors, on le rappelle, vous êtes officiellement investi par la majorité présidentielle, mais un candidat dissident proche du parti Horizon d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, reste en course. Ce candidat, c'est Mehdi Redad. Il soutient fermement la souveraineté marocaine du Sahara. Quelle est votre position sur ce sujet ? Avant de vous répondre à cette question que je sais extrêmement importante, je voudrais vous dire qu'il y a 4 candidats qui sont dans la majorité présidentielle, qui ont décidé de me rejoindre, et je veux les en remercier parce que moi je suis une candidate du rassemblement. J'ai proposé à Mehdi de me rejoindre également, il a décidé de continuer son chemin, je respecte son choix, mais je trouve qu'à un moment où il y a tellement d'enjeux, tellement de problématiques à régler, il eût été bon que nous nous rassemblions et que nous apportions cette majorité présidentielle au président de la République pour mener les réformes pour lesquelles il a été élu par les Français et les Françaises. Ensuite, pour répondre à cette question, moi je vais vous dire une chose très simple. J'ai une conviction personnelle très forte sur cette question du Sahara. C'est que le plan le plus solide, le plus efficace et le plus sérieux et le plus légitime que nous ayons aujourd'hui, c'est le plan qui a été dessiné par le Maroc. Et donc c'est celui que je soutiens. Et je ne commenterai pas les propositions électoralistes de mes opposants. Mais la France soutient déjà ce plan d'autonomie. La France est le premier pays à avoir soutenu le plan d'autonomie marocain en 2007. Nous étions les seuls. Je veux le rappeler. Nous étions... Mais je veux rappeler... Vous savez, c'est toujours facile de vous rallier à des choses qui sont déjà parties. Moi, je vous dis qu'en 2007, quand le Maroc a dessiné ce plan, nous sommes les seuls à les avoir soutenus. Nous les avons défendus à l'ONU et nous avons été constants depuis cette période. Et cette position-là est celle qui, moi, me correspond le mieux et c'est celle que je suis heureuse de soutenir. Mais donc vous n'irez pas jusqu'à reconnaître la souveraineté marocaine sur le dossier du Sahara ? Je pense qu'il est important de garder le dialogue ouvert et mon soutien va pour ce plan d'autonomie. Clément Rabu. Parlons aussi de votre programme, Elisabeth Moreno. Il contient plusieurs propositions, on ne va pas toutes les lister ici, mais il y a d'abord des propositions sur l'éducation, sur la santé. Moi, je voudrais m'arrêter sur
Un point de votre programme qui détonne un peu parmi les candidats, c'est ce que vous appelez la diplomatie économique, l'entrepreneuriat. Alors sur ce dernier point, vous souhaitez faciliter les points de contact entre les entreprises marocaines et les entreprises françaises, en tout cas les entrepreneurs français. Comment on fait ? De manière très concrète, pragmatique et efficace. J'ai été chef d'entreprise pendant 30 ans et je veux mettre au service des politiques publiques, au service de mes concitoyens, l'efficacité qu'on peut trouver dans les entreprises qui réussissent. Je veux créer des partenariats forts et solides. Je veux travailler avec BPI, je veux travailler avec Business France, avec le groupement du patronat français, avec MEDEF International et nouer des liens forts. J'ai rencontré M. Chakib Alej hier, qui représente le patronat marocain, avec cette ambition de créer des liens encore plus forts avec le patronat français. Et aussi une chose qui me tient très à cœur, c'est de créer un fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat porté par les diasporas. Moi, je crois énormément à la richesse des diasporas, à leur créativité, à leur inventivité, à leur résilience, à leur courage. Et les idées, ils peuvent les avoir, mais parfois ils peuvent avoir des difficultés à les mettre en œuvre. C'est pour ça que hier, je suis allée à la rencontre de l'incubateur H7. Amine m'a présenté toutes ces startups qui sont des pépites extraordinaires, qui sont dans la santé, qui sont dans l'éducation, qui sont dans l'agribusiness, qui sont dans les assurances, qui sont dans le financement et qui ne demandent qu'une impulsion et un accompagnement pour pouvoir se réaliser et s'accomplir. Eh bien, je pense que la France, comme le Maroc, ont tout intérêt à faciliter la réussite de ces startups parce qu'on sort d'une crise sanitaire sans précédent qui a laissé beaucoup d'économies en berne. Le souverain du royaume marocain a l'intention de booster l'économie marocaine. Le président Emmanuel Macron souhaite développer encore notre économie partout dans le monde et sur le continent africain aussi. Et je pense que ce partenariat avec le Maroc, en nous appuyant sur les forces vives que sont nos diasporas et en travaillant avec les entrepreneurs marocains, avec les entrepreneurs français qui sont installés au Maroc, bénéficiera à toutes et à tous. Et je dis bien toutes et tous. J'ai déjeuné ce matin avec des femmes marocaines et franco-marocaines qui ont un talent extraordinaire, qui contribuent magistralement au développement de la vie économique au Maroc et en France. Et ça, c'est un sujet que je ne lâcherai jamais parce que nous sommes 52% de la population et que si on laisse sur le bas-côté 52% des talents, des motivations et des envies, eh bien, on ne réussira pas aussi vite et aussi bien qu'on le devrait. Alors, Elisabeth Moreno, Emmanuel Macron n'est pas encore venu en visite d'État officielle au Maroc en tant que chef d'État. Récemment, le Maroc a choisi une société sud-coréenne pour le tracé de la voie à grande vitesse Casablanca-Agadir. Il n'y a plus de grands projets entre Rabat et Paris depuis le TGV entre Casablanca et Tanger. Que faire? Comment réinventer cette relation selon vous? Alors d'abord, il ne vous a pas échappé que le président Emmanuel Macron a eu l'un des quinquennats les plus difficiles de toute l'histoire de la Ve République. La crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes à la tête de la présidence de l'Europe aujourd'hui. Je peux vous dire que l'amitié du président de la République pour le Maroc et pour le continent africain de manière générale n'est absolument pas à questionner. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'il a fait pendant ce premier quinquennat, que ce soit le travail de mémoire qui a été fait pour l'Algérie et pour le Rwanda. Je sais, et il a eu un discours très intéressant à Ouagadougou pour parler des relations qu'il veut, des nouvelles relations qu'il veut établir avec le continent, des relations gagnant-gagnant. Le Maroc a une place en Afrique extrêmement importante. Le Maroc est en avance sur plusieurs sujets. C'est pour ça que je vous parle de diplomatie économique, parce que je crois que l'économie et la culture, ce sont les deux sujets sur lesquels nous pouvons avancer le plus rapidement possible, en embarquant le plus grand nombre de personnes. Et il y a déjà des bases qui sont établies. Et je ne doute pas une seule seconde que le président visitera très bientôt ce beau continent et j'espère cette magnifique circonscription. Alors si Emmanuel Macron vient nous visiter, il aura un visa, je suppose, en tout cas il n'en aura peut-être pas forcément besoin. C'est pas forcément le cas des franco-marocains et des proches des franco-marocains ici au Maroc. On a la réduction par 2 du nombre de visas depuis septembre 2021 ici au Maroc, mais aussi en Tunisie et en Algérie. C'est un sujet qui crispe beaucoup de monde, je vous le disais, les proches des franco-marocains qui habitent ici.
Quelle est votre proposition? Est-ce que vous pourrez vous engager sur une augmentation de ce nombre de visas? Cette question, Clément, est très importante parce que je sais combien elle touche la vie de Français, de Franco-Marocains, dont les familles sont de l'autre côté de la Méditerranée. Ne pas pouvoir assister à un mariage parce que vous n'avez pas de visa, c'est dur. Parfois même, c'est humiliant. Il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas pu obtenir un visa pour aller assister aux universités du MEDEF, par exemple. C'est vexant, c'est humiliant, et je peux comprendre l'émotion que cela a créé pour les Marocains ici, que ce soit d'un point de vue personnel, familial, amical, ou que ce soit d'un point de vue professionnel. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, si j'obtenais la confiance des Français et des Françaises de cette circonscription, de lancer une commission d'enquête parlementaire qui permettra de faire la lumière sur tout ce qui dysfonctionne, pourquoi il n'y a pas de transparence, pourquoi on n'arrive pas à avoir des informations, pourquoi certaines personnes qui ont l'habitude de recevoir ces visas ne les reçoivent plus. En fait, il y a un travail de fond à faire sur cette question pour clarifier la situation et regarder ce que nous pouvons faire. Ouais, en tout cas, on rappelle que votre prédécesseur, Mjid Al-Guirab, a déjà réalisé un rapport parlementaire sur cette question des visas, cette question d'obtention des visas dans le monde. Clément, pour terminer, une question éducation. Oui, en effet, Landry, en matière d'éducation, beaucoup de Français de l'étranger trouvent excessif le prix des établissements français ici, de l'AEFE. Certains de vos adversaires proposent la gratuité, simplement, de l'éducation, comme en France métropolitaine. Quelles sont, à vous, vos propositions? C'est de la démagogie pure et simple. Et ça m'énerve. Je vais vous dire pourquoi ça m'énerve. Rien n'est gratuit en ce bas monde. Les professeurs, les enseignants français sont extrêmement reconnus pour la qualité de leur enseignement. Il faut les payer. Les établissements, il faut bien les payer. Les personnels qui accompagnent ces enfants, il faut bien les payer. Qui va les payer si on décide que c'est gratuit? Qui va payer quand on dit l'école doit être gratuite? C'est les Français. C'est l'argent public. Cet argent, il ne tombe pas du ciel. Comment vont réagir les Français de l'Hexagone si j'arrive la fleur au fusil et que je leur dis vos impôts vont augmenter parce qu'on a besoin de trouver 2 milliards pour scolariser les enfants de nos compatriotes qui sont à l'étranger? C'est absurde. Donc moi je plaide pour trouver des partenariats innovants, des financements innovants, aller vers les entreprises du CAC 40 ou même des entreprises qui ont envie de contribuer à financer ces écoles, parce que c'est vrai que les frais de scolarité ont quasiment doublé en 10 ans. C'est insupportable. Toutes les familles n'ont pas les moyens de payer certains frais de scolarité aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver à nos enfants français s'ils ne parlent pas la langue, s'ils ne la comprennent pas, s'ils ne comprennent pas la subtilité? C'est nous qui y perdons. Donc je veux que les entreprises qui ont besoin de ces futurs talents s'investissent dans ces scolarités. Et moi, en tant que chef d'entreprise de Dell ou de HP à l'époque quand j'étais en Afrique, j'aurais trouvé tout à fait normal d'être sollicité pour ça. Merci Elisabeth Moreno. Merci Elisabeth Moreno. Merci à vous. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.